Bonjour mes chers élèves, ce cours est destiné aux élèves de la première année du cycle du baccalauréat, toute option. Dans ce passage, on va étudier l'extrait allant de « J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide jusqu'à la fin du chapitre », c'est-à-dire jusqu'à « et je tombais évanoui ». Donc le passage est un extrait du 13e chapitre du dernier jour d'un condamné. Pour l'analyse de cet extrait, nous allons adopter l'étude méthodologique qui consiste à situer le passage, ensuite dégager les axes de lecture, ensuite on va travailler deux axes avec une synthèse à la fin. Donc pour situer ce passage, nous allons d'abord faire un retour en arrière sur ce que nous avons vu la séance dernière. Donc la séance dernière, nous avons étudié l'incipit et nous avons vu comment le condamné, pendant 6 semaines, va souffrir jusqu'à le jour de son exécution. Donc après, il a fait un retour sur son procès. Donc le jour de son procès, donc il a fait un flashback et il a décrit, il a essayé de tenir le journal, c'est-à-dire de tenir son journal, d'écrire, c'est-à-dire de décrire le dernier jour d'un condamné. Après, il a décrit son cachot, donc son cachot qui ressemble déjà à une tombe. Après, donc nous allons voir le dernier jour d'un condamné. Avant, le narrateur avait décrit son cachot, une boîte de pierre, dont les murs sont couverts d'écriture et de dessins. Il a été ensuite emmené dans une autre cellule pour assister au ferment de forçat. Et bien sûr, et pour mieux voir le ferment des forçats, le geôlier, c'est-à-dire le gardien de la prison, elle l'a conduit dans une cellule, bien sûr, qui surplombe la cour de Bicêtre pour mieux voir le spectacle des forçats. Donc, dans cette situation, j'ai essayé de vous donner un peu l'enchaînement, bien sûr, d'un ensemble d'idées à partir de l'annonce du verdict jusqu'à ici, c'est-à-dire ici le condamné va assister à un spectacle, il va voir comment les forçats sont traités à l'intérieur de la prison et bien sûr il va nous donner aussi la réalité de ces forçats, la réalité qu'il ne souhaite pas bien sûr puisque lui-même est un condamné, donc pour lui il espère être exécuté que d'être un forçat. On va voir pourquoi. Donc on va dégager ensuite les axes de lecture à partir du mouvement même du texte qui se divise en deux parties. La première va du début jusqu'à « je frissonnais ». Dans cette partie, le narrateur observe ce qui se passe dans la cour de la prison, le Bicêtre, c'est-à-dire c'est lui le spectateur. Mais dans la deuxième partie, qui s'étend jusqu'à la fin de l'extrait, le condamné devient lui-même objet de spectacle pour les forçats. C'est-à-dire c'est lui-même qui va devenir le spectacle au lieu d'être spectateur comme au début. Donc nous avons ici, bien sûr, dans le 13e chapitre, nous avons un texte descriptif parce que le condamné, il a commencé par décrire la cour de Bicêtre d'une manière dévalorisante. Ensuite, il va décrire le spectacle des forçats avant d'être lui-même objet de spectacle, c'est-à-dire que les forçats vont assister eux-mêmes à un spectacle de divertissement qui est le condamné. Dans ce premier axe, appelé la description d'un spectacle, c'est le condamné qui parle. De quoi il décrit le spectacle des forçats. Quand elle est presque midi à Bicêtre. Donc à Bicêtre et dans une cellule, bien sûr cette cellule, ce n'est pas la première cellule où il était à Bicêtre, mais une autre cellule qui surplombe cette fois-ci la cour de Bicêtre. Donc comment le narrateur décrit d'une manière dévalorisante les spectacles des forçats qui lui inspirent la pitié, la peur et la terreur à tel point qu'il a perdu lui-même conscience. Pourquoi ? Pour faire voir la réalité de la prison et les souffrances des forçats. L'expression « le rire me faisait pleurer » résume tout le tragique de la situation. C'est-à-dire que le condamné, il a même oublié sa situation de condamné
et il est influencé un peu par ce qu'il voit, parce que bien sûr les forçats sont maltraités, sont traités d'une manière inhumaine, d'une manière qu'on pourrait dire un peu sauvage, puisqu'on les traitait pire que des animaux. Donc regardez le narrateur, l'émotion forte du narrateur, donc il est exprimé à travers le texte, bien sûr par cette expression, à tel point que le narrateur lui-même a pleuré. C'est-à-dire, il s'est oublié un moment qu'il est un condamné. Il a oublié sa situation de condamné et il est ému, elle est bien sûr influencée par le spectacle de ces forçats qui souffrent pire que des animaux. Donc, comme j'ai dit, je vais vous lire quelques réactions du condamné. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé, mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, sourier vers moi, avec des paroles d'une infernale cordialité, quand j'entendais le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas, etc., il me semble que ça tenait de démons. Regardez le condamné ici, donc il a commencé même à perdre ses facultés. Donc là, les condamnés, pardon, les forçats sont assimilés à des démons. Donc nous avons une métaphore ici qui assimile les condamnés, bien sûr, aux démons. Et donc là, c'est pour vous dire que le narrateur, il est beaucoup influencé, il est beaucoup ému, il est choqué par ce spectacle. Dans ce deuxième acte, le condamné devient lui-même un spectacle. C'est-à-dire que le condamné aujourd'hui, il est en train d'assister au ferment de forçat. Maintenant, il va devenir l'objet du spectacle. Donc le narrateur qui assiste au ferment des forçats devient objet du spectacle. Il concentre sur lui des regards. Tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Donc c'est le condamné qui parle. Donc tous les forçats se tournaient pour voir la fenêtre qu'occupait le condamné, bien sûr, dans la cour de Bicêtre. Donc ce sont désormais les forçats qui se divertissent. Regardez les forçats, elles sont en train de rire, les explosions de joie redoublèrent. Donc là, ils sont en train de rire, ils sont en train de s'amuser. Et donc là, regardez, le condamné lui-même est devenu un spectacle. Au début, il était un spectateur, il était en train de voir le spectacle des forçats. Maintenant, il est devenu un spectacle pour ces forçats. Donc, comme si le spectacle du condamné est quelque chose de positif et de réjouissant, puisque ici, les forçats sont en train de rire, ils sont en train de s'amuser, donc ils sont joyeux, ils sont gais, etc., même si la situation est un peu tragique. Donc, regardez, bien sûr, la parole du condamné résume un peu la situation antithétique dans laquelle il se trouve. Donc là, regardez, il a dit, leurs rires me font pleurer. Donc regardez, les forçats, eux, ils sont en train de rire, alors que le condamné lui, il est en train de pleurer. Donc ce qui s'oppose à l'extrême trouble et à la peur de panique du narrateur qui est paralysé et qui commence à perdre le sens du réel. C'est-à-dire que le condamné ici, donc là, elle était paralysée. Regardez la réaction, le mot paralysé, c'est-à-dire immobile, il ne veut pas bouger. Et il a commencé même à perdre le sens du réel. Pourquoi? Puisqu'il a assimilé, comme je viens de dire, parce qu'il a assimilé les forçats, bien sûr, aux démons. Donc en effet, donc, il entre dans un cauchemar éveillé et lui semble qu'une niée de démons escaladait sa misérable cellule. C'est-à-dire que comme si les forçats étaient des démons qui sont en train de monter dans sa cellule, et de là la justification bien sûr de sa réaction de la faim, parce que le condamné commence à réagir d'une manière violente. Regardez qu'est-ce qu'il a dit à la fin. Il a dit « Je poussais un second cri d'angoisse et je tombais évanoui ». C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, c'est le condamné qui va s'évanouir, qui va perdre complètement conscience. Et bien sûr, après, on va le transporter dans l'infirmerie à l'intérieur même de la prison de Bicêtre.
Ainsi, on pourra dire comme synthèse que dans le passage, l'auteur veut montrer que le condamné et les forçats représentent les deux faces d'une même réalité, d'une même souffrance, le narrateur a dit « la grève est sourde tout long ». Donc les réactions du narrateur viennent souligner la situation tragique dans laquelle il vit. Elle est pétrifiée et elle frissonne. Et à la fin de l'extrait, elle tomba évanouie comme on vient de dire. Seulement, dans cette synthèse, j'essaierai de souligner que les forçats appellent aussi le condamné leur camarade. Ils l'appellent notre camarade, leur camarade. Pourquoi? Parce que donc là, ce sont les deux faces d'une même réalité. Ça veut dire quoi les deux faces d'une même réalité? C'est-à-dire que les forçats et les condamnés à mort vivent les mêmes souffrances. Ainsi, la rencontre avec ceux qui partent pour le bagne de Toulon annonce celle du Frioche. Le Frioche, lui, qui revient des travaux forcés au chapitre 23. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, donc dans ce chapitre, le condamné va être exécuté et le Frioche, il va le remplacer dans sa cellule à Bicêtre. Et aussi, nous avons ici un autre argument de Victor Hugo qui dit que la prison de Bicêtre ne désemplit pas. C'est-à-dire elle est toujours remplie. Et donc, c'est un argument pour lui que le taux de criminalité est en nette augmentation. Donc, il revient aussi, il renvoie aussi au chapitre 48. Chapitre 48 dans lequel on va voir le condamné qui va marcher vers la mort. Donc c'est aussi un autre spectacle. Donc il y a autant de spectacles, mais ce sont des spectacles tragiques. Ce sont des spectacles tragiques qui relatent une même réalité. C'est la réalité des présents à l'époque. Donc ce sont les mêmes souffrances, ce sont les mêmes peines, et c'est ce que le condamné essaye de nous montrer à travers, bien sûr, ce spectacle des forçats. Donc je vous renvoie à lire, bien sûr, à lire la suite, c'est-à-dire à lire les autres chapitres, bien sûr, parce que nous, on essaye de vous donner une progression à travers l'étude des chapitres clés, qui donne une vision générale sur le trajet du condamné depuis, bien sûr, depuis l'annonce du verdict au premier chapitre jusqu'à l'exécution au chapitre 49. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois, mes chers élèves.